Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors comme vous le savez tous, les pyramides d'Égypte renferment énormément d'énigmes et beaucoup de secrets dont nous, ici dans Monde Mystérieux, on se pose, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. À quoi servent ces pyramides dans le monde ou plus particulièrement ces pyramides d'Égypte? Et nous ici dans Monde Mystérieux, nous avons présenté quelques théories sur la pyramide de Gizeh, hein, par exemple la pyramide d'Égypte, la grande pyramide de Gizeh. Mais il en existe plein d'autres. Mais vous vous êtes déjà posé la question s'il existe un lien qu'il y a entre l'eau et les pyramides. Oui, l'eau. Puisque effectivement, il existe plusieurs théories concernant l'eau et les pyramides d'Égypte. Alors aujourd'hui, c'est une interview, une émission très spéciale et j'en suis content puisque j'accueille Jérôme Maury qui a fait des recherches sur ce lien qui existe entre l'eau et les pyramides. Il a découvert des choses incroyables. Alors Jérôme, bonsoir, je suis content, je suis super content de t'accueillir sur Monde Mystérieux puisque Salut Hervé. Tu as fait des découvertes assez incroyables. Alors on va y aller petit à petit sur le lien qui existe entre les pyramides d'Égypte et l'eau, et tu vas nous faire découvrir tout ça ce soir. Alors je suis content, comme je te disais, de t'accueillir. C'est vrai que t'es pas très connu pour le moment. Tu as donné quelques conférences et j'ai eu la chance de voir tes conférences et je suis resté bouche bée. Alors, peut-être avant de commencer, juste expliquer au public, comment tu en es arrivé là. Juste expliquer, qu'est-ce que tu fais plus particulièrement dans ta vie ou comment tu en es arrivé là. Ok. Donc, je suis technicien frigoriste de métier et depuis pas mal d'années, moi, je me suis intéressé de très près aux pyramides, notamment celles d'Égypte, parce que différent quand on est face à ces édifices. C'est clair. Gigantesques, voilà. Et donc j'ai pris connaissance en lisant des ouvrages de chercheurs indépendants qui remettent en cause le fait que ces pyramides soient des tombeaux par rapport à la thèse officielle, avec des arguments qui franchement tiennent la route. Donc moi à un moment j'étais convaincu que c'était pas des tombeaux. Et puis je dirais que je me suis un peu pris au jeu et j'ai voulu découvrir par moi-même quelle pouvait être la fonction de ces pyramides, notamment la grande pyramide de Gizeh, pyramide de Khéops, voilà, une des plus célèbres. Bien sûr, je crois que c'est l'un des plus grands mystères que tout le monde essaye de trouver depuis des siècles et des siècles, hein, Jérôme, t'es d'accord avec moi? Alors, c'est assez incroyable. Alors, comme je le disais, on va y aller petit à petit parce que c'est vraiment incroyable. Alors, je voulais juste expliquer ça. Donc voilà, moi, Jérôme, je t'ai connu via une conférence de Marc Gray. Je pense que tous ceux qui t'ont connu sur Internet, c'est via cette conférence que Marc Gray avait donnée. Et une interview avec Alexis Lambin des Sentiers du Réel. Bien sûr. Bien sûr, ça a bien marché aussi, donc. Tu es en train de te faire connaître petit à petit. Alors voilà, peut-être que tu vas les énumérer durant cette interview. Je crois que pour moi, excuse-moi, je suis ému parce que pour moi, c'est l'une des plus interviews, peut-être la plus importante, que j'ai donnée sur Monde Mystérieux. Donc c'est pour moi vraiment un honneur de t'accueillir parce que tu as fait des recherches concernant ce lien qu'il y a entre l'eau et les pyramides. Tu as trouvé des choses incroyables. Tu as pu, alors on va en venir après, voyager, je crois que c'est au mois de septembre, si je me trompe pas, avec en plus Patrice Pouillard, si je me trompe pas. Tu as pu confirmer un peu ce que tu as cherché, ce que tu as trouvé. Et puis, comme tu le sais tous, on en avait parlé hors enregistrement, hors caméra, il y a plusieurs personnes qui ont fait des recherches sur ce lien un peu de partout dans le monde. Tu vas les énumérer peut-être durant ton interview. Et puis on connaît tous bien sûr Philippe Lheureux. Voilà. Comme je te le disais tout à l'heure, il met
impossible d'avoir Philippe Leroux sur Monde Mystérieux, et c'est dommage parce que il a fait des découvertes quand même assez incroyables. Peut-être que ça t'a aidé aussi à développer d'autres théories ou d'autres hypothèses concernant cette pyramide. Et bon, je sais pas, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans les diapos, mais voilà, tu connais tout ça, hein, tu vas nous en parler petit à petit. Donc voilà, tu vas nous présenter un diapo suite à tes recherches. Il y a tellement de choses à dire que on va y aller doucement, mais je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses avec toi et j'en suis très content, Jérôme. Merci. Alors, juste pour dire au public, peut-être c'est bien de le dire, ça fait combien de temps déjà que tu fais ces recherches sur ce lien qu'il y a? J'ai commencé, il y a déjà beaucoup d'années, je m'intéresse à beaucoup de sujets, l'ufologie, la spiritualité, etc. L'archéologie interdite. Et puis, il y a déjà très longtemps, j'avais lu les livres de Robert Charroux, hein, qui est bien sûr. Voilà, c'est une histoire de pyramides, d'autres livres aussi, de Sun, il y en a bien plein, sûr. hein, voilà, bien sûr. Guy Claude Mouni, et puis il y a aussi ce super film de Patrick Sigard, hein, bien sûr. De pyramide, un petit peu, qui regroupe un petit peu tous ces mystères sur la réalisation, la conception, parce que voilà, bien sûr. C'est une chose. On va dire que alors le film La Révélation des pyramides, ça nous a tous fait changer, mais tous, hein, à tous, notre vision des choses. Bon, il a donné un coup de pied dans la fourmilière, mais toi, tu donnes un autre coup de pied aussi dans la fourmilière, si je peux le dire ainsi, parce que voilà, je pense que tu vas l'énumérer dans peu de temps, mais on a tous en tête des fonctions sur ces pyramides, hein, mais on ne sait pas si c'est des vraies fonctions, si c'est des fausses fonctions, si c'est des fonctions erronées, on ne sait pas. Mais je pense que tes découvertes se rapprochent le plus plausible de ce que ça peut servir, à quoi servent ces pyramides. Donc, je répète, c'est des recherches, mais incroyables. Donc, je suis très content de t'avoir ce soir. Donc, on expliquera peut-être à la fin de l'interview comment on va élargir tout ça, parce qu'il y a tellement à dire, c'est assez incroyable. Mais on reviendra dessus à la fin de la vidéo, à la fin de l'interview. Donc, voilà, moi, depuis que j'ai vu tes travaux chez Marguerite, je me suis dit, mais il faut continuer dans cette découverte. Et bon, toi seul est le maître qui pourra nous dire si tu as découvert des choses à la fin, peut-être de ton diaporama, ou si il y a encore des choses à développer. Donc voilà, je vais te laisser, on va voir ton diapo et tu vas nous parler tout ça et tu vas nous expliquer tout ça, hein. Moi j'ai hâte de commencer. Ouais, parce que comme tu le disais, moi je suis parti au CF1 octobre en début novembre avec l'équipe de la Révélation des pyramides avec Espillard, Eric Gontier, super, voilà, et tout un groupe génial aussi. Et j'ai pu me rendre enfin sur place. Mes travaux étaient basés par rapport à des documents, des livres, internet. Bien sûr. Et j'avais rendu sur place, donc ce qui m'a permis aussi de constater certaines choses, de rechercher aussi certaines choses pour est-ce que ça pouvait confirmer ce que je pense. En effet, j'ai découvert pas mal de choses, mais on va en parler. Bien sûr, tu vas nous expliquer tout ça. Donc t'as eu l'occasion de voir bien sûr Eric Gontier et Patrice Pouillard. Voilà, c'est assez incroyable. Je crois que c'est la première fois que tu y allais en Égypte, donc d'y aller avec eux, voilà, c'était the voyage. Voilà, the voyage. Bon, ça devait être magnifique. Voilà. Donc j'ai passé à 3 jours et demi sur le plateau de Gizeh, donc j'ai vraiment eu le temps de repenser la grande pyramide, Mykiérinos, les temples, etc. Donc non,
c'était vraiment super. C'était même d'autres Donc c'est histoires, super. on va en parler après. Voilà. Oui, on va y aller petit à petit. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas vont prendre conscience de tes découvertes. Peut-être qu'il faudrait, comme je le disais, peut-être qu'il faudrait un peu plus se tourner sur cette fonction que peut avoir la pyramide. Et de toute façon, une fois que tu nous auras expliqué un peu plus en détail, on va tous comprendre quelles sont ces fonctions. Mais peut-être se tourner plus vers cette fonction et peut-être oublier d'autres fonctions qui seraient peut-être un peu, comment dire, un peu tirées par les cheveux, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est que quand j'ai commencé à chercher un petit peu la fonction que pouvait avoir cette grande pyramide, bon, j'ai potassé, j'ai lu beaucoup de choses, et à un moment, on se retrouve face à un mur de théorie. Ça part Bien sûr. Il y a à boire et à manger, comme vous dites. Bien sûr. Donc à un moment, voilà, je savais plus où donner, qui croire, et c'est pour ça qu'à un moment j'ai tout mis de côté. Et j'ai dit, bon, je reprends tout depuis le départ, et puis j'essaie de me faire ma propre opinion, quoi, sur voilà, à quoi cela peut servir. Ouais, mais c'est pour ça, c'est génial. Moi, je te souhaite, voilà, j'espère que les gens, après cette interview, bon, on va revenir dessus à la fin parce qu'on va essayer d'étaler ça en deux parties, mais je souhaite que les gens te connaissent plus et c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je te laisse nous présenter tout ça et je pense qu'on va être très surpris. Ok, eh ben alors c'est parti. Donc c'est parti. Tu nous emmènes. J'arrête le partage d'écran, tu me dis. Voilà, si vraiment j'ai des questions dont j'ai besoin de un peu plus d'explications, tu nous montreras tout ça. Tu nous expliqueras tout ça, je veux dire. Voilà, tu nous emmènes en Égypte. Donc... Alors je vous emmène en Égypte sur le plateau de Gizeh. Alors je vais juste faire un grand écran pour que ça soit plus net. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc sur la grande pyramide que j'ai eu l'immense joie de pouvoir toucher de mes propres mains et voir de mes propres yeux. Et ouais, c'est incroyable. Cette photo, tu l'as prise en bas, j'imagine. Je l'ai prise d'en bas, voilà. Et c'est incroyable. Moi, je savais que bon, il y avait un énorme souci par rapport à la construction de ce monument, parce que aujourd'hui, on ne sait pas encore comment ils ont fait. Mais je m'étais pas vraiment rendu compte de la chose, quoi. Et c'est quand on se trouve au pied de cette montagne artificielle, là, on prend une claque, quoi. Et ouais, tu m'étonnes. Je me dis, mais comment ils ont fait pour empiler tout ça? Ah ouais, non, c'est incroyable. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Et en plus, il faut à un moment, faut fermer les yeux, essayer de se représenter ça comme ça devait être à l'origine, c'est-à-dire avec des parements complètement lisses, blancs. Ça devait être quelque chose de magnifique, voire de futuriste, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça devait être impressionnant, ça c'est clair. C'est clair. Donc j'ai vraiment pris conscience quand je suis arrivé sur le site de gros problèmes par rapport à la construction. Ouais. Donc voilà, j'ai le plateau de Gizeh, la plupart des gens connaissent. On a ces trois pyramides, la pyramide de Khéops, la grande pyramide, celle médiane dite de Képhren et la plus petite de Mykérinos. Voilà. Alors là, une petite vue aérienne de ce que devait représenter la pyramide de Khéops lorsqu'elle était finie. Ouais. Des barres complètement lisses, on imagine un petit pyramide sur son sommet, les petites pyramides satellites. Voilà. Alors ça, peut-être que tu vas nous en parler un peu plus de ces trois petites pyramides, non? Oui. Il y a une pyramide très intéressante, la G1B. D'accord. Alors, malheureusement, on ne pouvait visiter que la G1A et la G1C. Celle qui m'intéressait pas, moi je voulais aller voir la G1B et j'avais jamais pu rentrer dedans. Elle était fermée, grillée. Il y avait une grille. Dommage. Même en négociant un petit backshift, j'ai pas réussi. Ah, voilà, dommage. Je vous ferai voir des photos de l'intérieur de cette pyramide qui sont assez spéciales. D'accord. Et donc pour faire un petit rappel, la structure interne de la grande pyramide. Donc on a l'entrée principale qui est ici, on a un grand couloir descendant qui nous amène jusqu'à une chambre basse, une chambre souterraine. Donc la théorie officielle dit que en fait ils étaient partis pour faire la chambre funéraire à ce niveau et ils ont abandonné le chantier pour en faire une plus haute. Voilà. Ça c'est la théorie officielle. Donc lorsqu'on est dans ce couloir descendant, on a un moment un couloir ascendant qui repart mais qui est obstrué par 3 bouchons de granit. D'accord. Et selon moi, ces bouchons de granit étaient mis à l'origine. Voilà. D'accord. Installés d'origine à la conception.
D'accord. Ensuite, du bas de ce couloir descendant, on a une sorte de puits très exigu qui remonte et qui débouche au pied de la grande galerie. Ok. Voilà, donc lorsqu'on se retrouve au pied de la grande galerie, on a un couloir horizontal qui nous amène à la chambre médiane, dite de la reine, Ouais. avec une petite marche, je vais en parler tout à l'heure. Ouais. Et donc cette grande galerie, alors là, quand on rentre là-dedans, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ben ouais. Alors, on est alors là, de 47 mètres de long, 8 mètres de haut, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et alors là, justement, Jérôme, pardon, je te coupe un peu. Voilà, de cette grande galerie, mais j'ai pu en voir des théories, des reportages, des hypothèses là-dessus, mais tu t'imagines même pas. Ah oui, Donc, oui, non, mais on s'est toujours demandé, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Ouais. Si ça avait servi à cheminer des blocs, pourquoi ils auraient pas rebouché tout ça, voilà, et puis conserver tout petit couloir, et pourquoi faire 8 mètres de haut, enfin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'entendais à chaque fois, quoi. Alors il y a la théorie de Jean-Pierre Houdin qui explique qu'en fait ça servait à acheminer tous ces immenses blocs de granit très massifs qui composent la chambre haute. On a des blocs de granit de plus de 70 tonnes. Ouais. Mais bon, pourquoi pas, mais pourquoi ne pas avoir après rebouché? Je dis, voilà, c'est ce que je dis, reboucher sur cette galerie. C'est ça. Alors, peut-être que la théorie de Jean-Pierre Houdin, on en parlera peut-être un peu plus tard dans tes diapos. Parce que, bon, je voulais avoir ton opinion sur la théorie de Jean-Pierre Houdin, bien sûr, mais peut-être qu'on reviendra dessus après. Oui. Et donc, il y a eu un gros tabac, là, il y a eu la révélation comme quoi ils avaient découvert une cavité. Ouais. Et cette cavité, qui est apparemment très grande, se trouve à ce niveau-là, à peu près. C'est ça. Et moi, je pense que cette cavité a servi à la construction, justement pour acheminer les blocs de granit. D'accord. Parce que c'était beaucoup plus simple de les amener horizontalement par une cavité. Pour le coup, ils l'ont refermé et on regardait. Voilà. D'accord. Justement, acheminer tous ces blocs de granit. Je pense que c'était vraiment. Voilà. On sait aussi qu'il y a une espèce de. Certainement un tunnel en spirale tout autour de la pyramide, qui a aussi servi à la construction. Oui, d'où la théorie de Jean-Pierre Houdin. Voilà. Parce qu'il y a eu des prises, des photos satellites, et on voit très clairement des écarts de température en spirale, voilà, qui vont jusqu'en haut. Donc, au niveau de la construction, c'est pareil, ça part dans tous les sens. Il y a plein de théories. Et pour l'instant, il n'y en a aucune qui a été validée officiellement. Alors, bon, je pense que tu es d'accord avec moi, Jérôme. Bon, peut-être ça, on se la réservera vraiment à la fin. Mais bon, moi, je pense que tu serais d'accord avec moi que c'est plus de la géopolymère qu'autre chose. Alors, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Voilà. Il faut savoir que à l'origine, le plateau de Gizeh, c'était un véritable plateau de calcaire. D'accord, complètement arasé. Déjà, avant d'empiler les blocs, il y a une préparation du chantier, mais qui est incroyable, vraiment incroyable. Tout autour de la pyramide, il y a une espèce de dallage en calcaire, mais avec des pierres gigantesques. Je ne sais pas combien de profondeur ça fait, voilà. Et il y a eu tout ce déblaiement ils ont arasé complètement cette colline de calcaire. Et je pense qu'en l'arasant, ils ont débité tout ça en blocs. Ils ont dû mettre sur les côtés, préparer tout le soubassement et ensuite reposer tous ces blocs. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont dû aussi utiliser du géopolymère, très certainement. D'accord, ok. D'accord, ok. Bon. Donc, moi. Et voilà, ça c'est notre Jérôme. Voilà, votre serviteur. la grande pyramide. Donc voilà, vous voyez, je suis 1m60, 72, 73, vous voyez, la taille du bloc des premières assises. Il faut savoir que la pyramide est constituée de plus de 200 assises. Les assises, c'est chaque couche. Voilà. Donc voilà, la taille d'un bloc, par exemple, là on a un bloc de parement, mais c'est des blocs cyclopéens, c'est gigantesque. Alors plus on monte, plus en fonction de la hauteur des assises, les blocs diminuent d'épaisseur. Mais à un moment donné, à je ne sais plus quelle hauteur, on repart avec des blocs qui refont plus d'1 mètre. On se dit, d'accord. Alors on se dit, voilà, ils ont commencé avec des gros blocs, puis ils ont diminué, mais non, parce qu'à un moment donné, on repart avec une assise, on a des blocs qui font à nouveau plus d'1 mètre, 1m20. D'accord. Ça, je savais pas.
C'est vraiment, oui, on prend une claque quand on est là-bas. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc moi, quand j'ai commencé mes recherches, déjà, moi, j'avais vu beaucoup de théories sur le fait que on exclut tout de suite le fait que ce soit un tombeau. Ça aurait pu être un lieu, un temple initiatique ou un système pour régénérer le corps, ou quelque chose pour l'humain. Moi, j'ai pas du tout exclu cette théorie. Moi, il y a juste quelque chose qui me dérangeait là-dedans, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, cette pyramide, elle est complètement inadaptée pour une circulation humaine. Ouais. Voilà, déjà l'entrée principale qui est ici, elle est à 15 mètres de haut par rapport au sol. D'accord. Il faut se représenter que cette pyramide avait des faces complètement lisses. Ouais. C'est-à-dire que pour rentrer dans par l'entrée principale, déjà, fallait soit sortir l'échelle ou le piolet. Bien sûr. Voilà, il n'y avait pas de marche sculptée, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui, parce que il faut prendre en compte c'était lisse, effectivement. C'était complètement lisse. Donc, déjà, pour rentrer dans la pyramide par l'entrée principale, c'était une grosse galère. Ouais. Là, actuellement, on ne rentre plus par cette entrée. On rentre par ce qu'on appelle la percée d'El Mamoun. Un tunnel, on y reviendra plus tard, c'est un tunnel qui fait une trentaine de mètres de long et qui a été fait par un calife, je ne sais plus combien de siècles, je crois que c'était 9e siècle, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est ça. Il me semble. Et qui voulait rentrer coûte que coûte dans la grande pyramide, donc il n'avait pas vu l'entrée juste au-dessus. Et donc il aurait pu percer là, bah non, il a percé là. Ouais. Et puis poil, il tombe derrière les bouchons de granit, gros coup de bol, quoi, le calife. Ouais. Donc ça, on en reparlera aussi tout à l'heure. Ok. Donc voilà, comme je le dis, c'est complètement inadapté, parce qu'une fois qu'on rentre dans la grande pyramide, donc déjà si on rentre par l'entrée principale, on va descendre ce couloir, dit couloir descendant. Ouais. Donc là, pour faciliter l'accès aux touristes, ils ont mis des planches par terre avec des rambardes. Ouais. Mais à l'origine, il n'y avait rien, et c'est quand même, on est sur une pente de 26%. Ah ouais. Donc faut se tenir au mur. Ah ouais, tu m'étonnes. On est courbé en deux, parce que ça fait, je crois, 1m20 de large par 1m10 de haut. Ouais, c'est ça, oui. Donc, c'est déjà pourquoi, si c'était fait pour accéder humainement à l'intérieur, pourquoi on n'aurait pas fait un couloir de 2 mètres, 2m50 C'est ça, ouais. Voilà, déjà, des tout petits couloirs. Et lorsque l'on descend, à un moment, on arrive à l'embranchement de ce couloir ascendant, et là, gros bouchon de granit. D'accord. Et de la manière dont ils sont ajustés, ça, c'est incroyable. C'est vraiment mis. Je demande si ça, c'est pas de la pierre moulée non plus, quoi. Voilà. Ah oui. Donc du granit. Sont 3 énormes bouchons de granit mis dessus et qui obstruent ce passage et qui sont vraiment encastrés, mais on a l'impression qu'ils ont pris une énorme bouchonneuse là, comme pour les bouteilles de vin, et ils ont pris ça de force et on passe pas une lame de rasoir entre le calcaire et le granit, quoi. Donc déjà à l'origine, à part accéder à la chambre basse par l'entrée principale, on ne pouvait pas pénétrer dans le cœur de l'édifice avec ces bouchons de granit. Donc moi déjà ça me posait un gros problème par rapport à toutes ces théories. On disait on va s'allonger dans le sarcophage de la chambre haute, etc. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc voilà, ça c'est des photos que j'ai prises, donc excusez un peu la qualité, parce que faut le dire, on n'a pas le droit de prendre des photos dans la grande pyramide, c'est interdit. Ah bon? Donc on sort l'appareil discrètement et puis on fait des petites photos. Non, je savais pas. Non, c'est pour ça, quand ils m'ont parlé qu'ils avaient découvert, quand ils ont annoncé la cavité, là j'ai dit ils sont pas prêts de faire des trous dedans pour y aller, parce que là une photo, alors sortir une perceuse non mais alors je comprends quand t'es en face de la Joconde, bon, même si maintenant ils tolèrent un peu, mais là quand même ça risque rien, je veux dire, c'est de la pierre, quoi, on va pas diminuer. Non, c'est clair. Mais non, mais c'est débile. Je savais pas ça. Il y a des gardiens très hargneux à l'intérieur. C'est incroyable. Nos flashs, ils sont pénibles. Ah ouais, carrément. Donc, bref. Pour une partie qui les occupe, et puis pendant ce temps-là, ah oui, voilà. Donc là, je suis dans le bas du couloir ascendant. Donc là, c'est quand on est rentré par la percée d'El Mamoun. On tourne justement les bouchons de granit, et ce qui nous permet d'arriver dans le bas du couloir qui nous monte jusqu'à la grande galerie. D'accord. Toujours ces planches avec ces rambardes. C'est incroyable. Et quand on arrive en haut, on a mal aux cuisses. Ouais, tu m'étonnes. Marche à 4 pattes, accroupi, on se sent bien dans les cuisses. Ouais, tu m'étonnes. C'est une photo du haut du couloir, tout en bas, là, c'est les fameux bouchons de granit qui sont ici. Voilà, et on sort sur le côté. Voilà. Ok. Donc là, on arrive en haut de ce couloir, on arrive au pied de la grande galerie. Ouais.
Donc là, c'est Éric Gontier qui était. Éric Gontier, ouais. Voilà. Donc déjà quand on arrive dans le, alors on voit pas derrière Éric, mais là c'est en fait le tunnel, le couloir horizontal qui amène jusqu'à la chambre médiane. Et c'est pareil, il y a une grille, on ne peut pas y aller. D'accord. Voilà. Alors le seul accès dans la grande pyramide, c'est la percée d'El Mamoun, le couloir ascendant, grande galerie, chambre haute. On peut pas aller dans la chambre basse ni dans la chambre médiane. Voilà. Donc déjà quand on arrive là, on se dit si on n'a pas pris un escabeau, on est un peu embêté parce que là on est debout là. Voilà. Ouais. La courte échelle pour pouvoir grimper dans la grande galerie. Ouais. Alors sur le côté ils ont mis une petite échelle pour les touristes. Ouais. Donc voilà, là c'est toute cette grande galerie. Donc ça c'est gigantesque. Voilà, ça c'est assez incroyable. Hein. Rien que le design. Un design impressionnant quoi. On se dit. Que ce truc c'est futuriste. Voilà, c'est avec toutes ces facettes. Voilà, il y a à chaque fois un petit décroché. Donc on a quatre coudées à la base, donc 2 mètres. D'accord. Et 2 coudées en haut, donc un petit peu plus d'1 mètre. D'accord. Les parois se réduisent jusqu'à la partie haute. Et donc on y reviendra tout à l'heure, mais les parois de cette grande galerie sont composées de ces facettes. Autant c'est les 2 plus grandes parois principales, la petite paroi sud et nord, et le plafond. On a que des petites facettes comme ça. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Voilà, et donc après, une fois qu'on a traversé la grande galerie, on passe par cette espèce d'antichambre, chambre des herses. Donc là, il faut vraiment faire du 4 pattes. Et puis là, on arrive dans cette chambre haute, tout en granit, avec cette unique et le fameux sarcophage. Voilà, sarcophage. Donc je pense que c'est à partir de ça que les égyptologues sont partis sur le fait que c'était un tombeau. Que ça ressemble à un sarcophage. Bon pour moi c'est une cuve, quoi. C'est une cuve de granit, et puis si vous voulez vous allonger à l'intérieur, faut pas faire plus d'1m75-80 parce que sinon on a la tête et les pieds qui touchent le dehors, quoi. Voilà. Donc c'est pas la peine de faire rentrer un sarcophage comme Toutankhamon, c'est les Russes là qu'on emboîte, ça rentre pas là-dedans. Non, c'est sûr. Voilà, donc bon. Donc voilà, et puis au-dessus de cette chambre, il n'y a pas accès, mais il y a ces énormes, ces 5 plafonds. Immense bloc de granit dont le plus gros fait 70 tonnes, et voilà. Donc tout ça, c'est du granit qui. Le plus gros, c'est le premier en fait, c'est celui du plafond, c'est ça? Alors le plus gros, je sais plus c'est lequel, mais ça a été mesuré, parce qu'on peut quand même y accéder. Il y a en haut de la grande galerie, là, il y a une espèce de petit tunnel. Donc on peut accéder déjà, et puis il y a eu pas mal de percées de faites par la suite. D'accord. D'explorateurs, donc on a pu accéder et voir que ces 5 rangées de plafonds là. D'accord. On a fait une estimation, les plus gros font 70 tonnes. D'accord, c'est incroyable. Et on est à peu de 60, je sais plus combien, de 60 mètres de hauteur. Ouais. Et ce granit vient d'Assouan, la carrière d'Assouan, à quasiment 900 km du site de Gizeh. Voilà. T'imagines. Donc ils étaient motivés les garçons. Non, là, alors, là, tu vois, ce que tu es en train de nous expliquer, voilà, ce sont, c'est pas des choses que tu inventes, ce sont des informations, vérifiables. Tout le monde peut accéder à ces informations, mais comme on le constate, c'est incroyable. Je veux dire. C'est ça, c'est qu'on se dit, putain, ils étaient motivés, les garçons. Ils ont dû en baver, mais bon, c'est là, voilà. Mais non, mais quand on prend conscience de l'ampleur. Non, mais voilà, Là, faut un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles, quoi. Mais voilà, De nous dire que c'est des esclaves, ou les cultivateurs, ou des ouvriers. Alors, en caleçon, pieds nus, puis avec des cordes, des traîneaux, et puis des boules de durite, faire tout ça. Alors, comme tu le sais, OIS. Je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent. Donc, nous ne sommes pas en train de dire donc que ce sont des esclaves qui ont bâti ce genre de monument, mais nous ne sommes pas non plus en train de dire que ce sont des extraterrestres, s'il vous plaît. Non. Voilà, non, parce que moi, ça me gave. À chaque fois, dès qu'on essaye de dire que c'est pas possible que ce soit des esclaves, de suite, on nous sort, mais arrêtez de dire que ce sont des extraterrestres. Mais on n'est pas en train de dire ça. Non, c'est pourquoi beaucoup de gens partent là-dessus, parce que on se dit que ça a été fait il y a 4500 ans, selon la thèse officielle.
les gens qui avaient des moyens simples. Donc, à un moment donné, Bien quand sûr. on se rend compte qu'avec des moyens simples, c'est impossible de faire ça, beaucoup de gens s'engouffrent dans la thèse extraterrestre. Ils disent, voilà, Ouais. si c'est pour les humains, c'est extraterrestre avec des rayons laser et que antigravité, tout ce qu'on veut, et puis voilà. Ouais. Mais on oublie aussi peut-être le fait qu'on était face là à une civilisation hautement évoluée qui a disparu. Ouais, voilà. Des moyens on ne connaît pas. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'ai essayé d'appuyer plusieurs fois dans mes explications, dans mes vidéos. C'est ça. Donc voilà. Alors on va en venir. Alors, on va rentrer petit à petit dans toutes les questions que tu te posais au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc moi, en dehors du fait de voir cette pyramide, j'ai, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai lu pas mal de bouquins, d'ouvrages. Et un jour, je suis tombé sur un ouvrage qui expliquait, alors c'est un Français, Puerto Rico, André Bovis, c'était un radiesthésiste. Alors il y a, je ne sais plus en quelle année, c'était début du siècle dernier, si je dis pas de bêtises. Il avait visité la Grande Pyramide et puis il était tombé sur des cadavres de petits animaux. Alors je ne sais plus si c'était des rats ou des chats. Ouais. Il s'est rendu compte que les corps étaient complètement momifiés. D'accord. Alors que dans la Grande Pyramide, on sent très bien qu'il y a une atmosphère très humide, très lourde. Et donc, il n'a pas compris. Quand on est dedans, on se rend compte. Des fois, on a un petit peu du mal à respirer. On sent que c'est humide. Et là, il s'était dit, mais pourquoi ces cadavres n'ont pas pourri, n'ont pas moisi, et pourquoi ça pue pas en fait, pourquoi de putréfaction. Donc de retour en France, il s'était dit, tiens, je vais faire des petites maquettes de pyramides et puis je vais faire des tests. Donc là, c'était des tests plus récents, je vous fais voir en photo, mais donc en faisant des petites pyramides aux mêmes proportions que la grande pyramide de Khéops, il y a des proportions assez spéciales, en plaçant un morceau de viande à l'intérieur avec un morceau de viande témoin à côté. Et en plus, à ne pas négliger, en orientant cette pyramide avec ses 4 faces vers les 4 points cardinaux, il s'est rendu compte qu'en fait, les morceaux de viande se momifiaient. D'accord. Complètement. Alors que le morceau de viande test commençait à pourrir, commençait à moisir, commençait à avoir une mauvaise odeur. Voilà, comme tout morceau de viande que vous allez laisser pendant chez vous, quoi. Bien sûr. Donc lui, il a mis en avant le fait que cette forme géométrique, comme quasiment, je dirais maintenant, toutes les formes géométriques, génère une espèce d'énergie. On appelle ça des émissions de forme ou ondes de forme. Et la forme pyramidale a la particularité d'avoir une énergie très spéciale qui justement agit sur beaucoup de choses du vivant. On va dire que c'était l'un des l'un des précurseurs. Hein. Voilà, un des précurseurs de cette onde de forme. Donc moi je me fais voir des photos de petits tests que j'ai fait pour que les gens se rendent compte de cette fameuse onde de forme. Donc j'ai pris une tomate, j'ai coupé des petites rondelles. Voilà, j'ai coupé une petite rondelle. Alors il faut toujours quand on fait ces tests avoir un témoin, bien sûr. Pour faire une comparaison. Donc moi j'avais décidé de poser ma petite tranche de tomate dans une pyramide étanche. C'est-à-dire que l'air n'allait pas circuler. Et donc, pour faire un témoin, j'ai posé mon témoin dans c'est un pot en plastique avec un couvercle hermétique. Et donc voilà ce qui se passe au bout d'une semaine. Donc ça, c'est ma petite pyramide en plexiglas que j'avais fabriquée. Donc j'ai fait des joints justement en silicone, tout soit parfaitement hermétique, comme mon petit pot témoin. Donc, vous voyez la tranche de tomate qui se trouve dans la pyramide, des photos qui se déshydrate complètement. C'est incroyable. Il n'y a aucune trace de moisissure, alors que celle qui se trouve dans mon pot là, elle est complètement moisie. J'ai pas envie de la manger, quoi. Tu m'étonnes. Elle s'est pas déshydratée comme la tranche de tomate. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà ce qu'est cette onde de forme. Incroyable. Alors, pour que les gens voient, tu as fait ce test. Attends, alors, reviens juste. T'es parti trop vite. Non, il faut que les gens voient que tu as fait ce test. Hein. Et oui, mais c'est pas des photos. Non, et chaque personne peut faire ce test chez soi. Moi, je fabrique on y reviendra peut-être plus tard, je fabrique des petites pyramides en plexiglas. Mais ce qui est important, c'est la forme.
on travaille sur une onde de forme. Donc on fasse une pyramide en carton, en bois ou en plexi ou en verre, de toute manière l'onde de forme sera présente. Bien sûr. Voilà. Donc après chaque personne peut faire le test chez lui, bien sûr. Bien sûr. En carton ou en papier, et puis de faire le test. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Les gens se rendront compte par eux-mêmes, voilà, que ce que j'avance, c'est pas des bêtises. Et ça marche. Voilà, c'est assez troublant. Ouais, non, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. En plus, moi, ce que j'avais constaté, c'est que ma petite tranche l'a complètement déshydratée, sauf que j'ai pas trouvé de condensation à l'intérieur de ma pyramide. Alors que dans mon pot, là, on voit pas très bien. J'avais plein de condensation à l'intérieur, malgré le fait qu'elle se soit pas forcément bien déshydratée. Comparé à celle-là, mais il y avait de la condensation sur les parois. D'accord. Donc en plus, l'eau, je ne sais pas où elle est passée. D'accord. Voilà. C'est incroyable. Elle est sous forme de vapeur, mais elle ne se condense pas. Voilà. Voilà ce petit rapport à l'eau. On en reviendra plus tard. Voilà. Oui, on en reviendra petit à petit, hein, mais c'était bien de le préciser, ça. C'était bien. Voilà. Donc il y a d'autres personnes qui ont fait des expériences. Moi, j'ai découvert les travaux de Yannick Van Dorn. Oui. Qui fait qui travaille sur l'électroculture. D'accord. Donc, par beaucoup de procédés, et dont ce procédé de pyramide et donc de forme de pyramide. Donc en fait, alors ce qui est étrange, c'est que là on utilise uniquement le squelette d'une pyramide en cuivre. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroi en fait. C'est uniquement la forme pyramidale représentée avec un squelette de cuivre. Ouais. Et correctement orienté, et on a des croissances qui vont du simple au double. C'est incroyable. Et on peut dynamiser des graines sous des pyramides. Alors pareil, je propose aux gens de faire des tests. Vous mettez des graines à dynamiser sous une pyramide, avec quelques graines à côté, ou plus loin. Et puis vous faites le test. Vous mettez ensuite ces graines en terre et vous verrez lesquelles vont pousser les plus vite. Voilà. Donc moi, je vais fabriquer cette petite pyramide en cuivre, sur une base de 40 par 40. Donc, j'ai acheté 2 petits pieds de tomates cerises que j'ai plantés dans mon jardin. Et puis au pied j'ai posé ma petite pyramide que j'ai correctement orientée avec une boussole. Et puis au bout de 5-6 semaines, le pied de tomate le plus éloigné, il a une hauteur pied de tomate cerise classique. Là, ma femme tient le pied, voilà. C'est incroyable. Alors sur les grappes, là, j'ai pas mis les photos des grappes, mais j'ai plus du double de tomates cerises sur les grappes par rapport au pied d'à côté, quoi. C'est fou. Voilà. Donc cette onde de forme agit sur tout le vivant. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que sur les plantes, alors il y a eu là je vous mets deux ouvrages très intéressants sur cette onde de forme. Un livre de Serge Viking et un autre de Annie H. Qui explique tout ce qu'on peut faire avec cette onde de forme, cette énergie de pyramide. Donc il liste tout un tas de choses à faire: adoucir le café, le thé, le tabac, donner à l'eau du robinet un goût d'eau de source, stimuler la croissance des plantes, accélérer la germination des graines, conserver de la nourriture, rehausser les saveurs. On peut faire beaucoup de choses avec les pyramides. Voilà. Alors tu sais que dans certains pays ils s'en servent pour guérir des malades. Exactement. Exactement. C'est la conscience, rendre la relaxation plus profitable et stimuler le processus de guérison, alléger la douleur, accroître la vitalité, la virilité, voilà. Donc c'est très clairement cette onde de forme agit bénéfiquement pour tout ce qui est vivant, animal, végétal, animal et humain. Bien sûr. Et donc moi, partant de ce constat, je me suis dit, qu'est-ce qui compose tout le vivant sur Terre? En fait, la molécule principale qui compose le vivant, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai repris un petit peu la grande pyramide sous tous ses angles et je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport avec l'eau. D'accord. Voilà. Donc déjà une chose à savoir. Là, j'ai fait des plans de tous les sites, les principaux sites qu'on retrouve en Égypte où il y avait des pyramides. Où il y a encore des pyramides si elles ne sont pas en ruine. On peut constater que toutes les pyramides, parce que ça, on a fait ce constat sur le plateau de Gizeh, les 3 pyramides de Gizeh sont parfaitement alignées avec le nord. Voilà. Mais c'est le cas de tous les sites. D'accord. Voilà, là, Abu Roash, vous voyez, la pyramide est parfaitement orientée.
vous pourrez regarder tous les sites. Il n'y a que sur le site de Saqqara, il y a deux pyramides, celle de Sekhet 4 et de Eti, deux qui sont légèrement décalées. Sinon, toutes les autres sont parfaitement alignées sur les 4 points cardinaux, et c'est le cas de tous les sites en Égypte. Donc voilà, je me suis dit, s'ils orientaient de cette manière les pyramides, c'était bien sûr pour utiliser cette onde de forme. Parce qu'il faut savoir que si on décale l'orientation de la pyramide, l'onde de forme va quasiment s'effacer à un moment donné. D'accord. Elle est à son maximum si les 4 faces sont parfaitement orientées vers les 4 points cardinaux magnétiques, géographiques, voilà, pour orienter avec une boussole. Voilà. Ok. Alors ça, c'est bien aussi de le préciser. Hein. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, je refais un petit topo vite fait. Mais bon, c'est juste pour parce qu'il faut bien se mettre en tête la conception interne de la pyramide pour comprendre un peu ce que je vais vous expliquer par la suite. Hein. Donc voilà, on a la percée d'Al-Mamoun par laquelle on rentre actuellement. On a l'entrée principale avec ce couloir descendant, la chambre basse, ce fameux puits qui remonte et qui rejoint le haut du couloir ascendant et le bas de la grande galerie. On a le couloir horizontal qui mène jusqu'à la chambre médiane. Ouais. Dans ce couloir, il y a une marche, je vais vous expliquer tout à l'heure, la grande galerie, ainsi que la chambre haute. Et il faut savoir que dans la chambre médiane, on a découvert, c'est un chercheur qui a découvert qu'il y avait des conduits d'aération, parce que on savait qu'il y avait des conduits d'aération dans la chambre haute, parce qu'ils débouchent bien dans la chambre haute et à l'extérieur. Alors, par contre, dans la chambre médiane, on ne le savait pas. Et en fait, ce chercheur, en auscultant les murs, en tapotant, à un moment, s'est rendu compte que ça sonnait creux. Et en perçant, il s'est rendu compte qu'il y avait ces fameux conduits. Mais ils ne débouchent pas à l'extérieur. Voilà. D'accord. Alors, peut-être tu vas juste couper parce que on va peut-être préciser un peu ces conduits, Jérôme, parce que j'insiste là-dessus. Voilà. Je reviens. Partage d'écran. On va juste préciser. Alors voilà. En même temps, on fait une petite pause. Hein. Voilà, ces conduits. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces conduits? Moi, je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ces conduits. Tu l'as vu comme moi, comme des millions de personnes. J'avais vu ça sur Arte à l'époque, mais bon, on la retrouve facilement sur Internet. Un reportage, donc financé, je crois, par, si je ne me trompe pas, une partie de l'archéologie en Égypte et une autre partie financée par une entreprise, je sais plus comment elle s'appelait à l'époque, qu'ils avaient confectionné donc des robots à chenilles pour avancer dans ces conduits, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au bout de ces conduits. Et puis, surprise, au bout de ces conduits, il se trouvait donc 2 dalles avec 2 poignées, si je me trompe pas, en cuivre. C'est ça, 2 petits crochets en cuivre. Alors, ils ont refabriqué derrière un robot un peu plus perfectionné avec une perceuse. C'est ça. Percer justement cette fameuse dalle et insérer une caméra miniature et un bol derrière. On n'a jamais su. Oh, tiens donc. Merci Zahi Ayawa, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était dans le reportage. On voyait plus lui qu'autre chose. Et puis, comme d'habitude, on n'a jamais su ce qu'il y avait derrière. Donc peut-être. Apparemment, il y avait une autre porte, une autre dalle qui rebouclait le conduit. Après, c'était refaire un autre robot avec une mèche encore plus longue pour aller percer cette dalle avec une quête. Ils ont laissé tomber. Voilà. D'accord. Mais c'est incroyable, ces conduits. On ne sait pas ce qu'il y aura derrière cette dalle, mais alors moi je pense que les conduits de la chambre médiane servaient de conduits de ventilation, d'aération pendant le chantier. D'accord. C'est ce que je pense. Je sais que Philippe Lheureux, lui, dans sa théorie, utilise ces conduits pour justement faire des essais, des premiers essais du mécanisme qu'il suppose ensuite dans la chambre haute. D'accord. Donc moi je pense que c'était des conduits d'aération, ou peut-être un premier essai de conduit pour effectivement faire des bons conduits dans la chambre haute. Que moi dans le mécanisme que je présume et que je vais vous expliquer, ces conduits ont une très grande utilité. D'accord. Voilà. Parce que là encore une fois, s'ils ont été conçus en même temps que la construction, c'est incroyable quoi. Je veux dire,
Ah oui, parce que pour tailler ces petits conduits qui font, je sais plus, c'est 20 cm sur 20 cm, pour tailler ces petits conduits parfaitement rectilignes dans tous les blocs qu'ils agençaient au fur et à mesure. Ouais. C'est un casse-tête, quoi. Ah ouais. Alors, voilà. Bon, je pense que, on le dira à la fin de cette première partie, Jérôme, on développera un peu plus donc ces conduits peut-être dans la deuxième partie parce que je pense que on aura beaucoup de questions. Mais voilà, moi à chaque fois j'insiste sur ces conduits parce que je veux dire on n'a jamais su quoi. Voilà. Non, et puis voilà, ça fait partie un peu toujours pareil. Super, on va découvrir quelque chose, mais en fait alors ils nous ont tous mis. Ouais, mais c'est dommage parce que moi je t'ai dit ce reportage on le retrouve facilement sur YouTube. Il date quand même de j'étais petit quand même. Mais j'ai l'impression que moi tous les 10 ans ils nous font un petit truc sensationnel par rapport à la pyramide. Et puis en fait voilà, il y a eu ces robots dans les conduits, ensuite il y a eu l'opération de scan pyramide. Oui, on a vu des différences thermiques sur des pierres et puis tout. Bien sûr. On sait pas plus. Là, il y a ça a commencé. Scan pyramide. Bon, voilà, où on nous dit il y a une cavité, mais on ne saura jamais en fait. Voilà. C'est ça, parce que il faut expliquer aussi, petite parenthèse, Jérôme, que Scan Pyramide, ils n'ont pas découvert que cette cavité. Ça a commencé il y a 1 an, jour pour jour, où ils ont découvert d'autres petites cavités. Donc, là, bien sûr, c'est en train de faire le buzz parce qu'ils ont découvert une grande cavité. Bon. Comme j'explique à tout le monde, je pense qu'ils ne trouveront rien de spécial dedans, mais on attend tous, je sais pas combien de temps ils vont mettre à avoir les autorisations et tout ça. Nous sommes ici dans Monde Mystérieux en contact avec l'INRIA, qui sont en train de concevoir, ça va être un espèce de drone qui va être expulsé par un tube qui vont percer, qui vont enfoncer dans la roche pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans cette cavité. Bon, de toute façon, on reviendra dessus dans Monde Mystérieux pour en parler, mais je veux dire, voilà, ça c'est on va dire le buzz du moment, quoi. Mais bon, on va attendre, parce qu'avant qu'il y ait les autorisations pour percer un petit tunnel pour envoyer un petit drone, je dis déjà qu'on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur. Ouais, c'est bizarre. Avant d'avoir les autorisations pour faire des trous, on va attendre encore quelques mois, je pense, voire quelques années. Oui. Voilà, moi, comme je le disais, comptez sur nous dans Monde Mystérieux pour suivre cette information qui est assez importante. On est constamment derrière l'INRIA et eux, ils sont derrière Scan Pyramide. Et il y a aussi le CNRS qui bosse avec l'INRIA. Donc, vous inquiétez pas, on est tous conscients de... Voilà, on est tous dans l'attente. Mais on va donner les informations petit à petit au compte-gouttes, malheureusement. Voilà. Mais bon, voilà, c'était bien d'en parler, Jérôme. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois, il découvre des choses. Donc voilà, ces conduits, la cavité. Bon, on va revenir sur les petites cavités de Jean-Pierre Houdin qui, ça s'avérait que voilà, il a pénétré là encore une fois, il y a un reportage où on peut le retrouver facilement, où il pénètre dans la pyramide et il voit dans un angle, je crois, le début, le passage de ces conduits, voilà. Ouais, voilà. Sur une arête, on voit très clairement, on le voit cet orifice sur une arête. Et apparemment, de par cet orifice, on pourrait accéder à ce fameux couloir en colimaçon. Voilà. Qui a très certainement servi pendant la construction. D'accord. Ok. Très bien, voilà, c'était une petite parenthèse. On va reprendre le diapo, Jérôme. Ok. Et c'est incroyable toutes les informations que tu nous donnes, c'est génial. Alors, c'est génial. On y va. Hop. Donc je reviens, je refais. Pas de souci. Voilà. Donc, alors ça, on en a parlé tout à l'heure. Hop. Ouais. Donc voilà. Alors moi, quand je suis reparti à faire mes recherches sur la Grande Pyramide et avec ce lien avec l'eau, j'ai découvert des travaux super intéressants d'un Américain, John Cadman. Bon, il a été beaucoup contesté, mais moi je dirais qu'au moins le monsieur a le mérite d'avoir été jusqu'au bout de ses recherches et a démontré ce qu'il avait trouvé. En fait, il a repris les travaux déjà d'une personne avant lui, Kunkel, J. Edward Kunkel, qui avait
qu'il voyait dans les sous-bassements de la grande pyramide, dans la chambre basse. On a un plan de la chambre basse, hein. Voilà. Ouais. Lui voyait un système de pompe hydraulique. D'accord. John Cadman a repris les travaux de ce monsieur et a perfectionné. Alors là, vous voyez, là c'est une photo d'un système qu'il a reproduit dans sa cour. D'accord. Un petit cours d'eau dans sa cour. Et vous voyez dans cette boîte là, ben, en fait, il a reproduit à l'identique le sol de la grande galerie, de la chambre basse. D'accord. En fait, le fait de faire cette forme, ça crée une circulation de l'eau qui génère un phénomène physique, ce qu'on appelle un coup de bélier, et qui permet justement à pouvoir pulser de l'eau à une hauteur supérieure à celle où on a pompé l'eau, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me le faire comprendre. En fait, ça aspirer de l'eau et de la peau, mais avec un phénomène physique sans aucun apport d'énergie, en fait. C'est juste un phénomène de coup de bélier. Voilà. D'accord. Alors lui expliquait qu'en fait, selon ce qu'il avait trouvé, il disait que cette eau était acheminée au sein de la grande pyramide par le fameux petit puits. Voilà, que je fais voir ici, là. D'accord. Là, en bas de ce couloir, on a le départ de ce fameux petit puits, là, qui est très exigu, qui remonte jusqu'au pied de la grande galerie. D'accord. Et lui, il a dit, moi, je m'arrête là. Moi, voilà, j'ai démontré que la chambre basse sert de pompe hydraulique. Après, moi, il me dit, je sais pas pourquoi on envoyait de l'eau dans la grande pyramide. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai pris le relais. Ouais. Et donc j'ai regardé en fait à la sortie de ce puits, hein, donc là ce fameux petit puits qui remonte et qui débouche, voilà, au pied de la grande galerie. Est-ce que juste une question personnelle, est-ce que tu sais, il y a un puits qui part vers le bas? Oui, c'est ce fameux puits là. Ce fameux puits. Quand on arrive tout en haut du couloir ascendant. Voilà, là, le couloir ascendant il est là. Sur la droite, là, on a c'est grillagé, mais en fait c'est un puits qui descend et voilà, là on a un petit plan. Je sais pas si vous voyez avec ma souris. Oui, non, d'accord, ça c'est ce petit puits qui descend tout en bas et qui rejoint. Ça c'est le puits qui t'amène à la salle du bas. Mais dans la salle du bas, dans la salle que tu nous as montré sur les photos d'avant, il y a un puits qui est bouché. Alors oui, peut-être que tu un puits dans le sol ici, voilà. Qu'est-ce que c'est quoi ce puits? Il va où? Alors à mon avis, ces puits-là, ils ont été obstrués et ça permettait d'acheminer l'eau justement dans la grande pyramide. D'accord. Parce qu'il faut savoir que sous le plateau de Gizeh, c'est un véritable gruyère. Alors il y a très certainement des souterrains, mais il y a aussi c'est inondé. C'est-à-dire c'est un gruyère et la plupart des souterrains sont complètement inondés. Il y a comme des grandes nappes phréatiques sous le plateau de Gizeh. Et donc je pense que ces puits ont été obstrués, mais ils devaient déboucher sur ces fameux souterrains remplis d'eau, ces nappes phréatiques. Et ce système permettait de pomper l'eau justement de ces nappes et pourquoi pas du Nil aussi, hein, en contrebas, de l'emmener jusque dans la grande galerie. Enfin, au sein de la grande pyramide. Voilà. D'accord, ok. Donc moi, petit détail j'ai tilté, moi c'est à la sortie de ce puits. Là c'est un vieux plan en coupe. Je sais pas si tu vois avec la souris, là tu as une espèce de surélévation du sol. C'est que si de l'eau, alors là c'est une vieille gravure, et on voit très nettement cette surélévation ici là. Voilà. D'accord. Oui. Alors moi, quand je suis rentré dans la grande pyramide, je m'empressais de voir s'il y avait toujours cette surélévation. Et elle a été rasée. Voilà. Là, il n'y a plus de surélévation. Alors, est-ce que ils l'ont rasé pour éviter qu'un touriste se pienne les pieds dedans et puis dévale tout le couloir? Je sais pas. Voilà, ils ont mis du béton par terre et ils ont rasé cette surélévation. Elle n'existe plus. Voilà, sur les tout premiers plans en coupe. Que les premiers archéologues ont fait de la grande pyramide, on trouve très nettement cette surélévation, ainsi que sur cette gravure. Voilà. D'accord. Donc ce qui fait que si de l'eau sortait de ce puits, en provenance de la chambre basse, le fait qu'il y ait cette surélévation, ça permettait à l'eau de non pas déborder, de redescendre par le couloir ascendant, mais de venir se déverser dans tout le couloir horizontal de la chambre qui mène à la chambre médiane. À la chambre D'accord. Ok. Donc moi je suis parti de ce principe, je me suis dit l'eau déborde,
Grâce à cette surélévation, est déviée par ce couloir horizontal et donc est amenée jusqu'à la chambre médiane, dite de l'arène. D'accord. Alors voilà, là c'est une photo du couloir justement. Là c'est comme si on était dans la chambre médiane, à l'entrée de la chambre médiane. D'accord. Et une chose très surprenante, c'est que dans ce couloir, il y a ici la présence d'une marche. On voit nettement ici. Voilà, c'est une marche qui fait à peu près 60 cm de haut. On n'a jamais donné d'explication à cette marche. On ne sait pas pourquoi il y avait cette marche. On ne comprend pas. Bon là, ils ont rajouté un petit bloc pour pouvoir grimper, mais c'est vraiment une marche franche de 60 cm. Donc moi, je me suis dit, bah, si de l'eau sortait de ce puits, allait dans le couloir horizontal, et par cette marche, on venait remplir tout le sol de la chambre médiane. D'accord. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, on amène de l'eau dans la chambre médiane. Alors, tout en faisant mes recherches, j'ai découvert des choses assez sympas qui allaient dans mon sens. C'est que les premières personnes qui ont pénétré dans la Grande Pyramide, ils l'ont constaté. Dans cette chambre, et uniquement dans cette chambre, je tiens bien à le préciser, ils ont remarqué sur les murs, il y avait un dépôt de sel. De sel, ouais, ça tu en parles très bien dans ta conférence. Voilà, un dépôt de quelques millimètres, voire centimètres d'épaisseur sur tous les murs de cette chambre médiane. Alors qu'il y en avait tu avais de cette... Non, j'ai pas retrouvé de photos parce que il y a des années de ça, ils ont décapé toute la chambre. Voilà, ils l'ont complètement décapé, ils ont retiré tout ce sel et comme en plus on peut plus y accéder, moi j'aurais adoré aller voir dans cette chambre médiane et puis lécher le mur, voir s'il y avait toujours tu m'étonnes. Du sel. Voilà, mais faut savoir que dans cette chambre, et uniquement dans cette chambre, on a retrouvé une incrustation de sel sur les parois de cette pièce. Donc moi, comme je pense que voilà, cette pièce, on devait remplir son sol, tout le sol de cette pièce devait être rempli d'eau. Si on a retrouvé du sel incrusté sur les murs, ça veut dire que de l'eau avec du sel s'est évaporé dans cette pièce. D'accord. Voilà, je donne l'exemple, vous prenez un verre d'eau, vous mettez du sel dedans, vous remuez jusqu'à ce que le sel se soit complètement dissous dans l'eau, et vous laissez votre verre pendant une quinzaine de jours chez vous. Vous allez voir qu'au bout de 15 jours, l'eau va s'être complètement évaporée. Par contre, sur les parois de votre verre, vous allez retrouver tout le sel incrusté. D'accord. Donc, ce qui veut bien dire que de l'eau salée, en l'occurrence, s'est évaporée dans cette pièce. D'accord. D'accord. Moi, j'ai appelé cette chambre la chambre d'évaporation. Voilà. Et donc, il faut savoir une chose aussi très importante, c'est que cette chambre, c'est la seule qui est parfaitement centrée dans la pyramide. Voilà, quand tu regardes sur le plan, la chambre basse, elle est légèrement décalée. La chambre haute, voire un peu plus. Il n'y a que la chambre médiane qui est parfaitement centrée dans la grande pyramide. C'est vrai. Et donc, quand on reprend ce principe d'onde de forme qui est très puissant au centre même de la grande pyramide, on se dit que c'est dans cette pièce-là que l'onde de forme doit être la plus puissante. D'accord, ouais. Donc le fait d'évaporer de l'eau dans cette pièce qui doit être bombardée de cette onde de forme, ça avait son importance. Ok. D'accord. Voilà. Donc ensuite on en vient à la grande galerie parce que après je me suis dit tiens, s'il y a une chambre d'évaporation, alors moi comme j'ai expliqué quand je me suis présenté, je suis frigoriste. Donc le principe d'un système frigorifique, c'est que on évapore et on condense un gaz pour véhiculer des calories. Voilà. Donc je connais très bien ce principe d'évaporation. C'est la base des frigoristes. Hein. Voilà, c'est ça. En passant par un compresseur pour comprimer ce gaz et voilà. Le circuit froid. Le circuit froid, voilà. Et donc je me suis dit tiens, s'il y a une chambre d'évaporation, est-ce qu'il y aura une chambre de condensation? Et donc, moi, quand j'ai commencé à regarder de près cette grande galerie, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, toutes les fonctions pour servir de salle de condensation, cette pièce. Comme je vous disais tout à l'heure, toutes les parois, que ce soit les grandes parois principales de chaque côté, la paroi sud, la paroi nord, ainsi que le plafond, sont composées de plusieurs facettes, avec à chaque fois un décroché. Même au plafond, on a plusieurs facettes. Et donc, l'eau vient se condenser dans cette pièce. Le fait qu'il y ait ces facettes, ça permet à chaque fois à l'eau de venir s'écouler à chaque facette, plutôt que de ruisseler le long des parois. Et donc, comme un condenseur, moi, dans mon métier,
j'utilise des condenseurs. Les condenseurs, il y a plusieurs ailettes Ouais. pour optimiser la condensation. On ne se sert pas que d'une seule plaque. On se sert de plusieurs Bien facettes, sûr. de plusieurs ailettes. Et donc c'est le même principe sur cette salle. Donc on a fait plusieurs facettes pour que l'eau qui venait se condenser et ruisselle ne vienne pas augmenter ou diminuer la température des murs, Ouais. et donc jouer sur l'efficacité de cette condensation par cet écart thermique. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est un dessin que tu as fait là. Ça, c'est un dessin que j'ai fait, oui. D'accord. Tiré de mon livre, parce que bon, on en parlera peut-être plus tard. J'ai fait un bouquin et donc il a fallu. D'accord. Alors ça, j'étais pas au courant, c'est la surprise. Tu vas nous le dire à la fin, bien sûr. Voilà. Donc j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière où j'expose toute la théorie que je suis en train d'expliquer ce soir. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Donc voilà, je me suis dit cette salle ressemble vraiment complètement à un condenseur. D'accord. Donc après, je me suis dit tiens, en plus c'est très marrant parce que dans cette pièce, dans cette grande galerie, Ouais. alors là c'est une très vieille photo, tu vois, il n'y avait pas encore les planches et les rambardes mis pour les touristes. Ouais. Et tu peux voir que le monsieur il se tient sur le bord parce que sinon tu glisses, hein, c'est 26% de pente. Hein, Ouais. En étant poli, c'est casse-gueule, donc tu es obligé de te tenir, quoi. Tu vois, j'en reviens à cette circulation humaine qui est pas du tout adaptée, quoi. Non, c'est clair. Et donc de chaque côté, en bas de cette grande galerie, on a ces fameuses banquettes. Ouais. Et ces banquettes sont percées de ce qu'on appelle des mortaises, qui sont espacées régulièrement. Ouais. Je sais plus de mémoire, je vais peut-être dire une bêtise, je crois qu'il y en a plus de 20, je crois 20 ou 27, je sais plus, de chaque côté, voilà, qui se trouvent face à face. Alors on a toujours cherché l'explication à ces banquettes. Alors certaines personnes disent que ça pouvait servir quand justement acheminer les blocs, on montait les blocs, on mettait dans ces mortaises des bouts de bois pour maintenir le bloc, pour se reposer un petit peu, et ils sont montés, on mettait un bloc plus haut, etc. Oui, c'est ça, ouais. Alors pourquoi pas reboucher ces trous après, si ça avait servi qu'à la construction, pour un tombeau de pharaon, et bon, on va faire la gueule le pharaon, merde, vous m'avez laissé des trous là, c'est quoi ce bazar là? Et ouais, bien sûr. Il y a un bâtiment et puis tu laisses ton échafaudage à l'intérieur, quoi. Bien sûr. Il va dire vous me direz votre échafaud, moi. Donc moi je me suis dit c'est marrant parce que pour justement récupérer l'eau qui se condensait dans cette pièce, alors j'ai supposé, voilà, ça c'est une supposition, une hypothèse. Pourquoi pas ces mortaises auraient très bien pu servir à insérer les pieds de réceptacles. Alors là j'ai fait un petit dessin. J'imagine des réceptacles qui étaient empilés un petit peu comme des tuiles, si tu vois. Voilà. Qui permettaient pour la récupération de toute cette eau. D'accord. Voilà. Pour éviter que l'eau redescende et retourne dans le couloir horizontal. Que là, si l'eau dégringole ici, on retourne dans le couloir horizontal et voilà, on peut pas récupérer l'eau, quoi. C'est un circuit fermé. Bien sûr. Alors que là, le fait d'avoir ces mortaises jusqu'au bout et ces réceptacles auraient pu évacuer l'eau vers le couloir ascendant. Bien sûr. Je vais faire voir des petits plans pour essayer de faire mieux comprendre. Ouais. Voilà. Alors là, je vais te faire voir quelque chose. Voilà. Donc, on a là donc un plan en coupe de la grande pyramide. Alors la chambre médiane, voilà, j'ai rempli d'eau. Ouais. Ma grande galerie, c'est le condenseur. Ouais. Alors il faut savoir, il y a donc en fait, ça ressemble à un gros distillateur d'eau, si tu préfères. Ouais. On va évaporer de l'eau et ensuite la recondenser. Le fait de faire ce processus, on va épurer l'eau. Quand tu distilles de l'eau, tu vas te débarrasser de toutes les impuretés qui sont présentes dans l'eau. Donc tu vas évaporer l'eau, donc c'est uniquement les molécules d'eau qui vont s'évaporer, qui vont s'envoler. Et ensuite tu viens recondenser ces molécules qui reprennent leur phase liquide. Et donc là, qui sont complètement épurées. Il n'y a plus les impuretés qu'il y avait à l'intérieur. D'où le fait de retrouver ce dépôt de sel dans la chambre médiane, quoi. Oui. Et donc il y a deux, voilà. Alors voilà, tu vois, en plus c'est assez troublant parce que tu vois, il y a deux manières de distiller de l'eau. Ouais. Alors tu vas te servir d'un moyen avec de la chaleur, c'est-à-dire que là, tu imagines dans ce petit ballon tu mets de l'eau. Tu vas chauffer cette eau va bouillir, et donc la vapeur d'eau va venir, suivre ce circuit. Et là, tu vois, on a un condenseur, c'est-à-dire qu'on va faire passer de l'eau froide tout autour du tuyau pour que la vapeur d'eau reprenne sa phase liquide. D'accord. Et vienne se condenser et vienne couler ici. D'accord.
tu vois, ça ressemble fortement à ce que. Mais carrément, quoi. On a un condenseur penché, voilà. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, il y a une deuxième technique pour distiller de l'eau, mais qui est beaucoup moins connue, c'est par diminution de pression. Ouais. Voilà. Alors en fait, on utilise une pompe à vide. Ouais. Alors là, je vais faire juste un petit aparté Ouais. technique mais physique, mais qui est assez. Il faut comprendre ça pour voilà pour. Ah oui, non, c'est important. Je crois que tu l'expliques aussi dans ta conférence. Je l'explique et j'ai même fait dans la conférence, j'ai même fait l'expérience en direct. L'expérience. Ouais. Une bouteille d'eau avec une pompe à vide. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, la température d'ébullition de l'eau dépend de la pression aussi dans laquelle l'eau va se trouver. C'est-à-dire que la pression atmosphérique ambiante, 1015 hectopascales, l'eau bout à 100 degrés. Voilà, tu mets de l'eau dans une casserole, tu fais chauffer, tu mets un thermomètre, tu vas arriver à 100 degrés, l'eau va commencer à bouillir. Par contre, si tu diminues la pression, cette température d'ébullition va diminuer aussi. Ouais. Donc, si tu utilises une pompe à vide, donc moi c'est un appareil que j'utilise dans mon métier pour évacuer justement l'humidité dans un circuit frigorifique. En fait, on va diminuer la pression, ce qui permet de faire bouillir l'eau à température ambiante. Et donc j'ai fait l'expérience chez Marc Gré. Je leur ai mis une bouteille avec une pompe à vide, le tout fermé. Je suis assez con. Et à un moment donné, quand la pression diminue dans la bouteille, et ben à un moment donné, l'eau se met à bouillir alors qu'elle est à 20 degrés. Enfin, la température. C'est impressionnant. Quand j'ai vu ça, j'ai mais carrément quoi. Enfin, pourtant, j'ai travaillé aussi comme toi, et j'ai jamais fait le rapprochement en fait. Donc voilà. Et donc en fait, tu peux aussi distiller de l'eau en te servant de là c'est un petit schéma. Donc plutôt que de chauffer la fiole qui est ici, tu as le même principe, le condenseur avec le petit réceptacle pour récupérer l'eau. Et là, tu adaptes une pompe à vide en fait. Tu vas diminuer toute la pression à l'intérieur du système. Et donc l'eau, à un moment donné, va se mettre à bouillir à température ambiante. Et donc va s'évaporer et va venir se recondenser. Voilà, le même principe. Donc moi, quand j'ai repris un petit peu mes plans de la pyramide, j'ai dit bon, là j'ai ma chambre d'évaporation, là j'ai mon condenseur. Et je me suis dit, est-ce que c'est une évaporation qui peut se faire à chaud ou éventuellement par système de tirage à vide? Alors je voyais mal comment on pouvait chauffer l'eau dans la chambre médiane. Bien sûr. Par contre, après, j'ai regardé cette chambre haute. Et donc, moi, je suis plus parti sur ce principe de distillation par tirage à vide au sein de la pyramide. Donc voilà, je vais continuer un petit peu. Voilà, pour le moment, c'est pour expliquer. Voilà, c'est pour expliquer. Voilà. Donc, alors, c'est Jacques Grimaud qui avait expliqué ça un jour. Et je trouvais cette réflexion très intéressante. Il expliquait qu'en fait, toute la chambre haute, c'est la seule partie de la grande pyramide qui est entièrement constituée de granit. Il faut savoir que le granit est constitué c'est une roche qui est constituée de 3 éléments, mica, feldspath et quartz. Et le quartz, on le sait maintenant aujourd'hui, il a des propriétés piézoélectriques si on le comprime ou on le distorde. Bien sûr. Voilà. Et donc, Jacques Grimaud expliquait, en fait, le fait d'avoir installé cette chambre haute en plein centre de la pyramide, avec tout ce système de plafond en granit également, si toute la masse de la pyramide, alors là on parle de millions de tonnes, viennent comprimer cette chambre. En plus, il expliquait avec, alors là, bon, c'est approuvé, mais c'est pas bête non plus. Si le soleil venant justement réchauffer cette grande pyramide, bon, là on est dans le désert en Égypte, et le soleil quand il tape bien. Donc si on prend en plus la dilatation du calcaire due à cet échauffement par le soleil, tout le calcaire va venir se dilater. Et donc toute cette dilatation de tout l'édifice va se recentrer au sein de l'édifice. Et on va venir comprimer justement tout le granit de la chambre haute. D'accord. Et donc ce granit, le fait de le comprimer, tout le quartz qui est à l'intérieur de ce granit va générer un courant électrique, un courant piézoélectrique. D'accord. Alors là, certains diront c'est peut-être tiré par les cheveux, mais
Bon là, moi, ce que j'imagine, c'est qu'en fait, cette cuve, déjà, elle n'est pas à son bon emplacement. À la base, elle était pas ici, elle était plus près. Je pense qu'elle était mise en face des deux conduits de ventilation. D'accord, donc tu es en train de nous dire que ce sarcophage, entre guillemets, il n'est pas à son emplacement d'origine. D'accord, donc ils l'ont bougé. Voilà. Ils l'ont bougé. Il a été bougé. Alors, on ne sait pas vraiment à quel endroit Philippe Lheureux lui explique qu'il était encastré avant la chambre des herses. Ouais. Et bon, moi, je suppose qu'il était posé face aux conduites de ventilation. D'accord. Et donc, admettons, les concepteurs de maintenant cette machine, vu qu'ils étaient loin d'être bêtes, voire même plus intelligents que nous, est-ce qu'ils n'auraient pas réussi à concevoir un appareil capable de fonctionner grâce à cette piézoélectricité qui était transmise par le granit de cette pièce. Et donc, grâce à cette force électrique, on faisait fonctionner un appareil. Moi, je voyais une pompe à vide qui permettait justement d'aspirer tout l'air à l'intérieur de la grande pyramide, de la grande galerie, du couloir et de la partie ici, parce que tout le reste est inondé d'eau. Donc, tout est hermétiquement fermé. Donc on est dans un système étanche. Bien sûr, on aspire tout l'air de l'intérieur. Et on vient l'expulser par les fameux conduits d'aération. D'accord. Donc ces conduits en fait servent à expulser l'air que l'appareil pompait à l'intérieur de la grande pyramide. Et donc on fait un tirage à vide dans la grande pyramide, qui permettait de faire une condensation par tirage à vide, comme je l'ai expliqué précédemment. Ouais. Voilà. Ok. Le principe, c'est qu'on venait diminuer la pression à l'intérieur de la grande pyramide. L'eau présente sur le sol de la chambre médiane se mettait à bouillir, s'évaporer. Toute cette vapeur d'eau venait remplir toute la grande galerie. Ok. Donc j'imagine pourquoi pas aussi que les fameuses herses en fait étaient des systèmes qui permettaient d'étanchéifier l'intérieur de la pyramide pour maintenir cette basse pression pour avoir une optimisation de l'ébullition en fait. D'accord. Voilà. Ok. Tu me suis ? Ok. Oui, non, c'est bon. Non, mais parce que bon, c'est vrai que plus on avance, plus tu rentres dans des explications un peu plus techniques, mais moi je comprends. Après, peut-être qu'il y en a qui vont voir notre vidéo, ils vont peut-être avoir un peu du mal à comprendre, mais ils la regarderont 2-3 fois. Voilà, j'invite les gens à repasser peut-être l'explication. C'est vrai que c'est un peu plus technique, mais moi ça va, je te suis, ça va. Bon, j'explique tout ça dans mon livre. Je me fais une petite pub au passage. T'as raison. Un livre de 200 pages en 2 heures. Bon, voilà. Mais, le principe, le voilà. D'accord. Tu nous le montreras peut-être après si tu l'as sous la main. Oui. D'accord. Une petite photo de la couverture. D'accord, super. Donc voilà, alors comme j'avais expliqué, moi cette eau descendait par le couloir ascendant. Et à un moment donné, je me suis retrouvé bloqué parce que voilà, le bas du couloir ascendant, donc on a plus haut la grande galerie qui est ici. Je la simule avec ma souris. Et donc cette eau, elle venait s'écouler dans le couloir ascendant. On tombe sur les bouchons de granit. Oui. Et là, je me suis dit, mince, par où je la ressors, mon eau? C'est bien gentil, là, tout mon système, et je peux pas ressortir mon eau. Et je me suis dit, c'est étrange, parce que mon eau, en fait, il n'y a que par le tunnel de la fameuse percée d'El Mamoun que mon eau pourrait ressortir. Ça colle pas, parce que ce calife, là, c'est un tunnel qu'il a fait pour entrer dans la pyramide. Il n'était pas là à l'origine. Non. Sauf que, lorsqu'on réfléchit bien, j'en ai parlé tout à l'heure, ce calife, il avait l'entrée ici, juste sous ses yeux. Il a entrepris de faire un tunnel. Alors, je te dis pas la tâche du boulot, parce qu'il fallait défoncer tous les blocs de calcaire. En plus, à l'époque. À l'époque, ils ont utilisé du vinaigre, je sais plus quoi, voilà. Il a réquisitionné je sais pas combien de personnes, mais ils ont mis je sais pas combien de temps pour faire ce tunnel. Alors qu'il avait l'entrée juste au-dessus de lui. Et en plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'immense coup de bol, c'est que ce tunnel, il aurait pu le faire ici, il aurait pu le faire là, il aurait pu le faire là, il aurait pu... Mais c'est ça. Tout sur les 4 faces. Il l'a fait juste ici, et pile poil, il tombe derrière les bouchons de granit. C'est dingue.
Alors là, je me suis dit, soit c'est le calife le plus chanceux au monde, soit... Alors moi, c'est ce que je pense. Soit c'est is no good. Voilà. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il y avait un petit conduit existant qui reliait le derrière de ces bouchons de granit à l'extérieur pour justement évacuer l'eau qui venait d'être dynamisée dans la grande pyramide. Ok, c'est le conduit que tu as fait en pointillé là, c'est ça? Voilà, ce petit conduit qui est ici là. D'accord. Voilà, là je l'ai représenté à l'origine tel que je me l'imagine. Hein. On avait le bouchon de granit. Voilà. Et ce petit conduit partait donc contourner les bouchons de granit et contourner le couloir descendant. J'avais pas vu. T'as mis une petite bulle, c'est marqué Merde. Et oui, parce j'avais pas fait gaffe. C'est génial. Je pense que ce calife, en fait, il a dû tomber en désastre. Il faut savoir qu'il y a, les gens peuvent le voir, il y a beaucoup de vieilles photos, voire de vieilles gravures du site de Gizeh. On voit toutes les pyramides sont complètement ensablées. Même le sphinx, il y a juste la tête qui dépasse. Tout est complètement ensablé. C'est vrai. Il faut savoir que voilà, là, la pyramide, il y avait une montagne de sable qui recouvrait le pied de chaque face des pyramides. Et moi, je pense que ce calife a dû peut-être essayer de désensabler une partie, parce qu'il y avait l'entrée juste là. Il s'est dit, tiens, on va essayer de désensabler ici. Et en désensablant, ils sont tombés sur ce petit conduit. Je pense. Et là, vu que c'était inaccessible à un homme, parce que c'était juste un conduit qui avait été fait un petit peu comme les conduits d'aération, qui était fait juste pour que l'eau s'évacue à l'extérieur, il a dû se dire, bon, ce conduit-là, il a dû aller à l'intérieur, pas forcément voir l'extrémité, ou peut-être que oui, je ne sais pas. Il a dû se dire, il y a quelque chose. Ce conduit doit nous donner quelque part, peut-être dans une chambre secrète. Et donc là, il a décidé d'entreprendre cette fameuse percée. Parce que vraiment, entreprendre une percée comme ça, avec l'entrée juste au-dessus, et puis de le faire au pif, et de tomber comme ça, pile poil. Ouais, non, c'est trop gros. C'est trop gros. Moi, j'y crois pas, Ouais. Je crois pas à l'histoire officielle. Je suis d'accord avec toi, ouais. Voilà. Donc voilà, pour moi, il y avait un petit conduit qui permettait d'évacuer l'eau qui avait été dynamisée dans la pyramide, à l'extérieur. Et ce calife est tombé sur ce conduit et il l'a complètement éclaté. Et aujourd'hui, on passe par ce tunnel pour rentrer dans la grande pyramide. Ok. Voilà. Donc ce conduit, là c'est un dessin que j'ai fait. Voilà, là on voit l'entrée de la grande pyramide. Il devait expulser l'eau qui n'était pas dynamisée. Parce qu'il y avait une partie de l'eau par rapport à la pompe de John Cadman que j'expliquais tout à l'heure. Qui remontait ce fameux couloir, le grand couloir descendant, et qui venait se déverser tout autour de la pyramide. Et cette eau devait être dynamisée par l'onde de forme de la pyramide à l'extérieur dans ce bassin. D'accord. Et ensuite, devait peut-être servir pour les cultures ou peut-être pour d'autres choses. Par contre, il y avait l'eau dynamisée à l'intérieur par cette évaporation, condensation, dynamisation par l'onde de forme de la pyramide. Elle devait être récupérée bien à part. Parce que je pense que cette eau devait avoir des vertus médicinales. Bien sûr, quelque chose comme ça. Voilà, et c'est le but de cet édifice. Ça devait être, je pense que, parce que, bon, on va en discuter après, peut-être un peu plus tard. On en dit une partie, mais voilà, on revient dessus donc à la fin, mais je pense que tu nous en diras plus à ce niveau-là dans la seconde partie, effectivement. Voilà. Donc je vais quitter le plein écran parce qu'après je sais plus ce que j'ai mis. Allez, juste pour vous faire voir. Allez. La petite pyramide G1B. D'accord, c'est celle que tu nous as parlé tout à l'heure. Super. Voilà, celle que je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc au pied de la grande pyramide, il y a 3 pyramides, G1A, G1B, G1C. Donc, officiellement, c'était les pyramides des reines de Pharaon Khéops. Oui. Bon, alors c'est ce que j'explique pour rigoler dans mon bouquin. Je dis, il devait y avoir 4 reines en tout, ce Pharaon. Il y a une des reines qui préférait, il lui a donné la chambre dans la pyramide, là, qu'on a appelée chambre de la reine. C'est ça. Et les autres, vous aurez des petites pyramides. Voilà. C'était pas assez gentil avec moi. C'est mieux que rien, en même temps. Voilà. Et donc, dans la pyramide G1B, voilà ce qu'on peut retrouver. Alors, ils appellent ça le caveau de la pyramide G1B. D'accord. Alors, moi, par exemple, le jour où j'ai vu cette photo, j'ai dit à ma femme, je lui ai pas dit ce que c'était. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois là? Toi, à ton avis, tu vois quoi là? Ça te fait penser à quoi? Alors, il faut savoir que là, on voit pas. C'est dur parce que je vois pas. Là, il y a des marches, en fait. Là, il y a des marches. Tu vois là où il y a ma souris. Ouais. Voilà. D'accord.
les petites marches, et puis bah là. Parce que je ne sais pas quelle taille ça a, c'est ça, j'ai du mal à te dire. Alors ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres à peu près. D'accord. Voilà. Ok. Donc moi, c'est petit. Ma femme m'a dit, bah ça me fait penser à un spa. Un quoi, pardon? Un spa, une espèce de baignoire. D'accord. Oui, j'allais te dire ça. J'allais te dire une genre de piscine, moi, tu vois. Une petite piscine, voilà. Tu descends par les petites marches là, et puis tu viens t'allonger ici. Ouais. Un petit rebord là pour mettre les affaires là. Voilà. Donc voilà, tu vois, pour moi cette pyramide devait servir très certainement. On devait déverser, pourquoi pas cette eau qui avait déjà été dynamisée dans la grande pyramide. On l'a déversée à l'intérieur de cette petite pyramide et des personnes atteintes de certaines maladies de prendre des on va dire l'eau qui était entre guillemets ionisée. On est bien d'accord. Alors ionisée, non, ce serait pas le terme, dynamisée. Dynamisée, pardon. Par cette onde de forme. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Le fait que cette eau dans la grande pyramide ait subi cette transformation, évaporation, condensation, déjà on épure l'eau, ou naturellement par cette évaporation, condensation. Mais le fait de faire ces deux étapes en la bombardant de l'onde de forme de la pyramide, et comme c'est ce que je dis, vu les dimensions de la grande pyramide, cette onde de forme doit être gigantesque. Mais je ne sais pas si maintenant elle est encore tout à fait perceptible, parce que bah déjà la pyramide a perdu son pyramidion. Ouais. Donc on a un petit peu dénaturé sa forme. On n'a plus la pointe, en fait. Voilà, donc est-ce que cette onde de forme n'est pas un petit peu désactivée? Moi j'ai essayé de ressentir à l'intérieur de la grande pyramide. Bon, après il faudrait peut-être y passer plus. À un moment, je vous dis le garde, hein, entre nous crier dessus, pas de photos, puis à un moment, bon allez, vous sortez. Hein. Voilà, chacun son tour, il y en a qui attendent dehors, et puis bon, on n'a pas le temps, c'est dans la grande pyramide. C'est dommage, C'est dommage, et voilà. Je comprends. J'ai pas le temps de rester avec une tranche de tomate pour voir si. non, c'est sûr. C'est sûr. Vérifier, voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà. Incroyable. D'accord. Hop, je vais revenir. J'arrête la diapo, je reviens. Top. Alors, on va dire que on est. Ouais, dis-moi. Alors attends, je sais pas si je suis revenu. Voilà. On te voit. On revoit ma tête. C'est bon. Voilà. Alors, on va dire qu'on a fait la moitié de ton diapo. On est à la moitié. On va peut-être, pour cette première partie, s'arrêter là. Alors, c'est prenant, passionnant, c'est incroyable. Moi, tu sais, pourtant je l'ai vu et je l'ai revu ta conférence, mais je revois ça, je dis mais c'est passionnant, c'est incroyable. Franchement, je crois que tu as mis la main sur quelque chose, Jérôme, qui il y en a beaucoup, ça va les faire fâcher, hein, tu es d'accord avec moi? Mais après, je veux fâcher personne, moi. Ça d'accord. Monsieur, voilà, moi je le respecte, hein, il a une théorie très intéressante, mais je sais on a eu une petite conversation juste par message interposé sur une vidéo YouTube. Ouais. Voilà, enfin, du genre, j'en ai une plus grosse que vous, voilà. Non, ça c'est logique. Mais je veux dire, bon, ce que je veux dire par là, c'est que bon, moi je le sais, il y en a qui ça va pas leur plaire comme d'habitude, et il y en a qui vont se mordre les doigts. Bon, moi personnellement, je t'ai dit, j'admire ton travail, c'est prenant, c'est passionnant, mais on va s'arrêter là pour cette première partie. Alors oui, parce que j'ai découvert d'autres choses, parce que après je vais arrêter là dans mes recherches, justement, je me suis dit tiens, cette eau, cette présence d'eau, parce qu'on la retrouve pas ailleurs, et c'est là où j'ai fait beaucoup de découvertes qui m'ont vraiment réconforté dans ce que je pense. Et on en parlera dans la seconde partie. Alors, voilà, nous avons décidé avec Jérôme de vous faire donc la première partie en différé, que je pense que ça va faire un boom, tu vas mettre un coup de pied dans la fourmilière, et on a décidé, on s'est mis d'accord, que la deuxième partie sera en direct. Voilà, comme ça, Jérôme, tu viendras en direct nous terminer ces diaporamas, tu termineras de nous expliquer voilà tes diaporamas, tes photos, tes découvertes, et à la fin tu pourras répondre aux questions des gens qui, je pense tout comme moi, vont être sur le cul
pardon, je parle comme ça, mais c'est incroyable tout ce que tu nous montres comme ça. Et je me suis dit, mais je me dis à chaque fois, mais t'as raison. Donc voilà, il y a beaucoup, je pense, qui te connaissent pas, qui vont te connaître via cette interview, via cette nouvelle vidéo de Monde Mystérieux, et ça va les passionner autant que moi. Donc voilà, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, et on va essayer de faire le maximum dans Monde Mystérieux le plus rapidement possible pour terminer donc cette première vidéo et vous faire la seconde. Donc ne vous inquiétez pas, hein, et on va pas faire ça l'année prochaine, même si on est en début 2018, mais bon, on va voilà le temps, parce que Jérôme, tu es comme moi, tu travailles à côté, tu es un peu occupé, etc., etc. On est un peu tous, voilà, et on vous tiendra au courant, on vous tiendra informé sur la page de mondemystérieux.fr pour la seconde partie, l'intervention de Jérôme dans Monde Mystérieux. Voilà. Donc, je pense que pour le moment, on va pas en dire plus, Jérôme. C'est, je pense que une surprise. Ouais, tu nous as déjà là. Non, mais en plus, oui, j'ai fait pas mal de sites en Égypte, hein, et puis ouais. Vous allez voir, on retrouve ce rapport avec l'eau et voilà, d'accord. Enfin, d'accord. Bon, et voir ailleurs dans le monde, on en reparlera prochainement. Ouais. Alors, tu vois, je pense que même moi, tu vas encore me faire des surprises et me faire découvrir d'autres choses. Donc, je suis très content d'avoir effectué cette première partie avec toi. Alors, peut-être, avant de nous quitter, je sais pas si tu as ton Facebook, peut-être si tu veux le communiquer au public. Tu peux nous montrer ton livre. Oui, alors je vais vous faire voir par la diapo. Alors attends. Et tu ne l'as pas en main. Non, je ne l'ai pas en main parce que pour Noël, j'ai distribué mon dernier. Bon. Alors, est-ce qu'il y aura une autre édition? Est-ce que tu vas les rééditer avec tes nouvelles découvertes? Non, mais il est toujours disponible. C'est-à-dire que moi, j'en ai plus. Enfin, j'en ai un. Il est dans ma chambre. Je vais pas aller le chercher, mais je vais vous faire voir juste la. D'accord, pas de souci. Juste la couverture, voilà. Alors, peut-être dire aux gens où est-ce qu'on peut le trouver, ce bouquin? Alors, on peut le trouver sur Amazon, sur tous les sites qui vendent des livres. Hein. D'accord, très bien. Je fais le partage d'écran. Ouais. Comme ça, je vous fais voir la couverture. Voilà. D'accord. Ça s'appelle L'eau de la Grande Pyramide. Très bien. Aux éditions Saint-Honoré à Paris. D'accord. Donc voilà, où j'explique vraiment en détail avec des plans, des dessins que j'ai fait. Très bien. Ce que je vous expliquais, voilà. Très bien. Bon, c'est super. Voilà, du coup, il y a une autre photo. C'est dommage. Bon, tu nous mets l'eau à la bouche là d'un coup là. Bon, alors. Voilà. Voilà. On de ça. Donc, voilà, moi, j'invite peut-être à ceux qui viennent de voir cette première partie à se pencher un peu sur les travaux de Jérôme, peut-être acheter le livre. Bon, moi, du coup, j'ai envie d'acheter le livre. Plus je vois tes découvertes, plus je vois ce que tu as trouvé, et plus je me dis, mais il faut aller dans ce sens-là. Bon, moi je t'encourage donc à continuer. Peut-être on verra dans la deuxième partie si tu es encore en train de faire d'autres recherches ou d'autres découvertes que tu es en train de développer, mais tu nous le diras dans la seconde partie, c'est la surprise. Et puis moi franchement je t'invite à continuer dans cette direction de l'eau. Voilà. C'est ce que je fais. Donc voilà, je te remercie infiniment. Peut-être une dernière chose avant de nous quitter, Jérôme. Oui. Si les gens veulent peut-être te contacter ou je sais pas. Alors, j'ai une adresse mail. C'est l'eau de la Grande Pyramide, donc tout attaché. Tout attaché, d'accord. Voilà, l'eau en minuscule, l'eau de la Grande Pyramide. @orange.fr. Bon, de toute façon, on l'affichera. Je le mettrai dans l'explication de la vidéo. Et voilà. Bon, je vais pas en dire plus parce que je me répète, mais voilà, Jérôme, je te remercie infiniment pour cette première partie. C'est moi qui. Mais moi, dès que j'ai pris connaissance de tes travaux, je le veux dans Monde Mystérieux, il me le faut. Donc, voilà, je pense que tu vas mettre un grand coup de pied dans toute
toutes ces explications sur la grande pyramide de Gizeh, mais je pense voilà que tu as mis la main sur quelque chose, il faut pas t'arrêter. Donc je t'encourage. Tu nous donneras toutes ces informations complémentaires dans la seconde partie, qui, je le répète, sera en direct sur Monde Mystérieux. On vous mettra la date de l'interview en direct sur le site de mondemystérieux.fr. Et n'hésitez pas à contacter Jérôme si vous avez des questions peut-être pour le moment additionnelles sur ce qu'on vient de voir, ou sur le bouquin si vous souhaitez l'acheter, et bon, en espérant qu'il y en a encore sur Amazon, les gens ils vont se jeter dessus comme ça. Non, il n'y a pas de souci, il y en a encore. D'accord. Bon, ben voilà, Jérôme, je te remercie infiniment. Et puis je te retrouve très bientôt dans Monde Mystérieux en direct pour la seconde partie. Ça marche, avec grand plaisir. Eh ben c'est super sympa. Je te remercie infiniment. Et puis sans plus, depuis Monde Mystérieux, n'oubliez jamais que le monde du mystère, on est en train de le découvrir ensemble. Mais le monde du mystère ne demande qu'à être connu et on va le découvrir ensemble petit à petit et on va le découvrir tous ensemble. Voilà. Merci Jérôme et je te dis à bientôt dans Monde Mystérieux et à bientôt tout le monde. On se retrouve bientôt. À bientôt Hervé. Salut. Merci Jérôme. Bye. Merci. Bye.